Merci également d'être là. Sénateur socialiste de l'Oise, membre du bureau national du Parti socialiste. Et Geoffroy Didier est également avec nous. Bonjour, secrétaire général délégué des Républicains. Vous étiez, vous, candidat dans les Hauts-de-Seine et vous l'êtes toujours. Vous êtes qualifié pour le second tour. Et on précise qu'on avait évidemment invité le Rassemblement national. Julien Audoul, le porte-parole du RN, député réélu hier soir, devait être avec nous. Il a annulé sa participation il y a 1h30, d'où l'absence du Rassemblement national sur ce plateau. On va commencer par parler des grands résultats de vos camps respectifs. Peut-être Xavier Iacovelli, le camp présidentiel qui arrive 3e. Est-ce que le scrutin d'hier signe la fin du macronisme ? Non, je ne pense pas que ce soit la fin du macronisme, parce que le macronisme, c'est quoi ? C'est ce dépassement, cette capacité de travailler avec des gens de bonne volonté venant de la gauche, comme moi, ou des gens de la droite, comme Gérald Darmanin, par exemple, et d'être poussé par l'intérêt supérieur du pays. Et donc, en fait, je pense que le macronisme, dans son ADN, n'est pas mort. Après, effectivement, c'est une défaite. Hier soir, c'est une défaite cinglante. Nous arrivons en 3e position. Les sondages n'ont pas menti. D'ailleurs, ils nous sous-estimer peut-être un peu, parce qu'on résiste un peu mieux que ce qui était prévu, mais c'est quand même une défaite. Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti hier ? Du soulagement, finalement, face au résultat ? Non, il n'y a pas de soulagement quand on perd une élection. Non, il n'y a pas de soulagement. Vous attendiez à pire ? Il y a une déception. Peut-être qu'on s'attendait à pire. Je trouve qu'on a encore des candidats qui résistent. Moi, je vois dans mon département, on a Pierre Cazeneuve sur la 8e circonscription qui est élu dès le premier tour, et tous les candidats sortants, tous les députés sortants de la majorité présidentielle sont qualifiés au second tour en tête ou en seconde position avec des réserves de voix. Donc on voit bien qu'il y a encore de la résistance de nos députés sortants qui sont ancrés dans les territoires. Je pense à Gabriel Attal, à Stéphane Séjourné, à Prisca Thévenot, à Céline Calvez, à Maud Bréjon, bien sûr. Tous ces candidats qui incarnent quelque chose. C'est un département juste peut-être particulier par rapport au reste de la France où le RN est très faible. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Le RN, en tout cas, n'a pas progressé du tout, enfin n'est pas qualifié au second tour chez nous. Mais malgré tout, il a progressé. C'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'on a une extrême droite qui est quand même assez présente dans notre département, alors qu'historiquement, c'était des candidats qui étaient à moins de 10%. Là, on voit bien qu'ils sont au coude à coude et qu'ils arrivent parfois même à aller tutoyer le deuxième tour. Donc il y a une vraie progression de l'extrême droite. C'est inquiétant pour la suite, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on axe sur cet arc républicain pour faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas la majorité dimanche prochain. Je pense que c'est l'objectif de tous ceux qui se disent républicains, démocrates et humanistes. Geoffroy Didier, vous qui êtes élu du même département que Xavier Iacovelli, comment vous avez reçu les résultats d'hier ? Il y a une exaspération qui monte dans ce pays. Nous n'en sommes qu'à la première étape et à la première mi-temps, mais on voit bien qu'il y a des tendances lourdes dont il faut prendre acte. Je crois que malheureusement, Emmanuel Macron est le premier responsable de tout ce qui arrive. Certes, par une dissolution précipitée qui n'a mis qu'en exergue les solutions les plus simplistes, mais surtout par l'inaction et l'insuffisance de sa politique publique depuis maintenant 7 ans. C'est-à-dire qu'il nous a menés dans le mur. Il nous a menés dans le mur financièrement avec une dette qui a augmenté de 1 000 milliards d'euros. Il nous a menés dans le mur en termes de sécurité avec quand même 1000 agressions par jour aujourd'hui dans notre pays. Et puis en termes migratoires aussi, avec 90% des immigrés clandestins qui sont en France et qui ne sont jamais reconduits dans leur pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, avec Emmanuel Macron, respecter les lois ou ne pas les respecter, ça revient au même. Donc oui, effectivement, le Rassemblement national est le réceptacle de cette colère, de cette exaspération, de ces insuffisances, de ces renoncements. J'en prends acte et je ne les condamne pas moralement. J'ai toujours refusé de juger tous ceux qui se tournent vers le Rassemblement national. Mais je crois... Vous parlez des électeurs ? Bien sûr. Mais je crois... Parce qu'Éric Ciotti, vous l'avez jugé assez sévèrement. Ah non, mais parce qu'il n'a rien... D'abord, parce que la méthode a été déloyale. Et deuxièmement, parce qu'il n'a rien obtenu sur le fond. Rien du tout. Moi, je suis convaincu qu'on peut être pour une droite forte et offensive et qu'on n'est pas obligé d'être extrémiste pour être offensif. Et puisque vous me parlez d'Éric Ciotti, qu'a-t-il obtenu concrètement sur le fond ? Puisque, en se ralliant et en se soumettant au Rassemblement national, alors qu'il aurait pu avoir un débat de fond, il aurait pu vouloir négocier des concessions, notamment sur le programme économique, observez quand même que quelques jours après qu'il a rejoint le Rassemblement national, Jordan Bardella a dit qu'il abrogerait la réforme des retraites, à côté d'Éric Ciotti, qui lui s'était battu en faveur de la réforme des retraites pendant de longs mois. Donc tout cela n'était pas efficace, et je crois que la seule politique publique efficace, c'est une droite offensive,
sans forcément être extrémiste. On va reparler d'Éric Ciotti, on sera à Nice dans quelques secondes, mais d'abord Alexandre Louisy, on voudrait avoir votre réaction pour le camp du nouveau Front populaire. Est-ce que le résultat d'hier, ça acte votre échec à faire barrage au Rassemblement national? Je crois pas, je crois que la gauche a fait bloc, que la gauche d'ailleurs est à son étiage rassemblé, elle a permis dans un certain nombre d'endroits justement de faire barrage au Rassemblement national. Mais la vérité c'est que maintenant il faut regarder devant nous. Moi je condamne moralement le Rassemblement national, mais je ne le condamne pas que moralement. Je regarde sujet par sujet le mal qu'il peut faire à notre pays. En matière économique, vous entendez des gens qui ne font que stigmatiser les normes environnementales, comme si l'environnement allait était la cause des malheurs économiques. Alors même qu'on sait tous les jours que c'est parce qu'on ne règle pas les questions environnementales que demain, les habitants du Pas-de-Calais, qui d'ailleurs ont voté Rassemblement national, vont être dans des difficultés impossibles, infinissables. Vous avez, d'un point de vue social, vous avez des gens qui ont voté massivement, c'est le groupe qui a le plus voté contre la constitution de l'interruption volontaire de grossesse, avec des propos lunaires de Philippe de Villiers qui disait hier que les femmes françaises, face au grand remplacement, devaient faire des enfants, que c'était leur vocation historique. Vous avez sur le nombre d'investis 100 personnes qui ont tenu des propos soit homophobes, soit antisémites, soit racistes. Donc vous avez en face de nous un enjeu immense. Et donc moi je dis que maintenant, après le Front populaire, vient le moment du Front républicain et que j'espère que nous serons très nombreux à empêcher l'accession aux responsabilités du Rassemblement national. On parle aussi on est sur l'audiovisuel, sur le service public. Le service public, demain, c'est la vente à la découpe du service public si le Rassemblement national arrivait aux responsabilités. Tout ça, on ne peut pas l'accepter. On va évidemment parler de cet entre-deux-tours, mais on va voir les résultats dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Nice où on retrouve Denis Caro. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous. Denis, directeur des rédactions de Nice Matin. On va évidemment parler des résultats dans les Alpes-Maritimes, à commencer peut-être par le résultat d'Éric Ciotti. Oui, bonjour Ariane, bonjour à tous. On peut dire que le pari d'Éric Ciotti est gagné, en tout cas on passe d'être gagné. Il est, lui, en ballottage très favorable dans sa circonscription où il devance un candidat insoumis. Et on saura à midi si son ennemi juré, Christian Estrosi, retire ou non son candidat, Greg Monetti. Christelle Dintorni, la seule députée à avoir suivi Éric Ciotti dans la voie de l'Union des droites, est réélue quant à elle dès le premier tour. Et le troisième candidat ciotiste, Bernard Schex, est lui aussi en position favorable. Il devance le nouveau Front populaire et le sortant Horizon, Philippe Pradal, un très proche de Christian Estrosi, qui là aussi décidera s'il maintient son candidat ou pas dans cette circonscription. Merci Denis. Vous avez d'autres informations sur les Alpes-Maritimes ? Sur les Alpes-Maritimes, on voit que le RN renforce ses positions. Ici, le Rassemblement national était toujours resté en retrait, en tout cas jusqu'aux législatives de 2022. Là, le basculement d'Éric Ciotti change la donne. Deux députés Rassemblement national sont réélus dès le premier tour. Et le Rassemblement national met aussi en difficulté les candidats républicain canal historique dans l'ouest du département où on assistera à 3 duels pour le second tour. Merci Denis Caron, on regarde la une de Nice Matin, Avantage RN, c'est à la une de votre journal. Merci beaucoup, merci Denis d'avoir été avec nous. Est-ce que finalement il n'a pas réalisé un pari gagnant, Éric Ciotti, Geoffroy Didier, hier ? Électoralement, localement peut-être, et j'ai cru comprendre d'ailleurs que son revirement et sa soumission au Rassemblement national, encore une fois sans rien obtenir sur le fond, elle était faite pour conserver sa circonscription. J'ai peu apprécié le fait que ce soit pour des ambitions personnelles plutôt que dans un intérêt collectif. C'est la méthode, encore une fois, que j'ai trouvée déloyale, sans prévenir qui que ce soit. Je suis secrétaire général délégué des Républicains, il n'a été prévenu de rien. Comme la plupart des responsables politiques de notre mouvement, je crois que quand on dirige et quand on anime une association d'hommes et de femmes, le minimum, c'est de prendre des décisions collectives. Mais au-delà de la méthode, encore une fois, je crois que ce sont les différences qui existent et qui auraient pu, s'il avait été vraiment efficace dans ce qu'il a fait, être diminuées, notamment sur le programme économique du Rassemblement national, qui est socialiste, alors que nous sommes libéraux économiquement, sur par exemple les déclarations du Rassemblement national sur la double nationalité. Moi j'ai une vraie différence avec le Rassemblement national, qui est que quand on est franco,
israélien, franco-allemand, franco-britannique, franco-américain, on ne pourrait pas être considéré comme un Français à part entière. Mais vous dites c'est sur la méthode et sur le fait qu'il n'a rien obtenu. Est-ce que ça veut dire qu'à court terme ou à moyen terme, vous envisagez une coalition avec le Rassemblement national ? Je crois que c'est pas le temps des combinaisons d'appareils. Je crois que c'est le temps des convictions. C'est aussi le temps de la clarification. Oui, mais justement, la clarification sur les convictions. Les Français, nous, au sein des Républicains, nous avons pris une décision que je trouve sage, c'est de ne donner aucune consigne de vote si nous ne sommes pas au second tour. Pourquoi ? Parce que les Français n'en peuvent plus de ces combinaisons d'appareils, n'en peuvent plus de ces soirées électorales où un tel dit « Ah, mais toi, tu es troisième, donc je te soutiens, je ne te soutiens pas ». C'est insupportable et ça, c'est de la vieille politique. Les Français sont libres, ils sont majeurs, ils savent décider par eux-mêmes. Est-ce que c'est aussi pour vous une manière de ne pas insulter l'avenir ? Mais non, mais c'est pas insulter l'avenir, c'est tout simplement laisser les Français libres. Mais vraiment, je crois que si nous avons un devoir, c'est de tirer les leçons de tous ces échecs de petits boutiquiers où donne-moi le sel, je te passe le poivre, et on fait ça derrière les rideaux, et les Français obéiront. Ce n'est plus comme ça la politique, et je crois que si l'exaspération monte dans notre pays, nous devons aussi en tirer des enseignements. Et puis, nous avons quelqu'un qui m'a l'air bien sous tout rapport, près de moi, mais lorsque je vois le Front populaire, moi j'ai une pensée, pourtant je ne suis pas un homme de gauche, pour Léon Blum, qui doit se retourner dans sa tombe. Parce que le Front populaire, hier à la télévision, c'était Jean-Luc Mélenchon, avec à ses côtés Rima Hassan, celle qui considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. C'est cette femme-là qui incarne aujourd'hui la gauche. La gauche, elle devrait avoir honte. Le Parti socialiste, il devrait avoir honte. Parce qu'ils se sont compromis, ils se sont couchés précisément dans des combinaisons d'appareils, celles que les Français, en tout cas je le souhaite, ne supportent plus, au détriment de leurs valeurs les plus fondamentales. Vous voyez, nous ferons place à nous. Je laisse répondre Alexandre. Oui, merci. Écoutez, moi, en tout cas, je vois bien ce qui est en train de se passer du côté de la droite. En fait, personne n'est en train de dire que les Français ne sont pas libres. Hein, vous l'avez très bien compris. Évidemment, chacun vote ce qu'il veut, mais il n'empêche que vous avez raison. Le sujet, c'est la clarté. Le sujet, c'est de dire les choses. Mais vous êtes dans. Mais vous êtes dans. Mais on voit que vous avez du mal à toucher les murs porteurs, à comprendre où vous êtes. Les Français, ils ont quand même le droit de savoir ce que vous comptez faire au lendemain des élections législatives. C'est quand même pas les prendre pour des idiots de leur dire mais on vous laisse libre parce que nous on veut pas vous donner de consigne de vote. Enfin, allons-y. C'est des petites formules de plateau, ça. Mais la réalité, c'est qu'ils ont le droit de savoir ce que vous allez faire. Nous, on est dans la clarté sur ce qu'on fait. On est clair. On dit qu'il faut se désister. On dit qu'il faut à tout prix tout faire pour éviter le Rassemblement national. Je vois que la majorité, après avoir été dans ce principe d'équivalence mortifère, je le dis, mortifère entre la gauche et l'extrême droite, est en train, en tout cas pour une partie d'entre elles, pour ce qui est de Gabriel Attal, de se reprendre. Mais enfin, on a quand même besoin de savoir ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière. On est là, on laisse aux électeurs la liberté de choix. Tout le monde laisse aux électeurs la liberté de choix. Les gens sont dans l'isoloir, ils font ce qu'ils veulent. En revanche, un parti politique, c'est fait aussi pour dire la manière dont ça veut ou ça doit gérer le pays. Et là, on ne vous entend pas. Alors, puisque vous voulez de la clarté, vous, on a compris, c'est très très clair. C'est très clair. Tout sauf le RN. Tout sauf le RN. C'est simple, hein, c'est compréhensible. Donc, tout le monde peut le comprendre. Ok. Et vous donc, attendez, je vous laisse vous exprimer. Vous exprimer. Vous êtes un homme au départ de gauche. Mais pas au départ à l'arrivée. C'est au même endroit. Non. Vous êtes devenu un homme complice de l'extrême gauche. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez, c'est ridicule. Arrêtez, c'est ridicule. C'est ridicule. Antisémite. C'est ridicule. Vous n'êtes pas complice de Rima Hassan ? Je suis complice de rien, monsieur. Je suis complice de... Et arrêtez avec ça. Vous ne votez pas avec Rima Hassan ? Quand même, c'est intéressant. Je vais vous dire. C'est intéressant. Il a commencé sa phrase en disant je vais vous répondre. Et il ne fait que parler de moi. Mais je vous en prie. On n'attend que ça. Cet homme qui est à ma gauche a décidé, mais il n'ose pas vous le dire, désormais à mon extrême gauche, de se complaire avec Rima Hassan. Ne dites pas n'importe quoi. Je suis membre du Parti socialiste qui s'est battu toute son histoire contre l'antisémitisme, contre tous ces sujets. Donc arrêtez de faire ça. Parlementaire européen, parce que monsieur est complice d'une femme qui considère que la Hamas n'est pas une organisation terroriste. Vous voulez de la clarté ? Vous l'avez. Je suis complice de personne dans le projet de Si je suis élu député des Hauts-de-Seine, je peux vous dire une chose, ce sera projet par projet. Dès que le Rassemblement national, s'il devait disposer d'une majorité relative ou d'une majorité absolue, ira dans le décor,
je m'y opposerai frontalement. Si le Rassemblement national dit qu'en revanche, le ciel est bleu quand le ciel est bleu, je n'aurai aucun problème, comme ça a toujours été le cas. Donc vous pourriez voter certains textes. Mais par exemple, le premier texte, ce serait une loi immigration avec suppression du droit du sol, ça vous pourriez la voter? Moins d'immigration dans notre pays. Je l'ai toujours dit, je vous l'aurais dit la même chose il y a 15 jours. Parce que malheureusement, effectivement, avec le pouvoir macroniste, avec 9 clandestins sur 10 qui ne sont jamais reconduits dans leur pays, la France en meurt. Donc oui, je resterai fidèle à mes convictions, mais pas dans des combinaisons d'appareils qui déshonorent la conviction à laquelle on appartient au départ. Et je déplore effectivement que les hommes de gauche soient passés dans des combinaisons notamment antisémites. Xavier Iacovelli, votre position à vous. C'est la vérité. Moi, je trouve qu'en fait, ce débat n'est pas à la hauteur des enjeux. Honnêtement, l'enjeu, c'est quoi? C'est savoir si notre pays, si la 6e puissance mondiale, si la 2e puissance économique européenne, si cette puissance nucléaire qu'est la France, va être dirigée par un gouvernement d'extrême droite. C'est ça la question, en fait. Si 3,5 millions de binationaux, dont une grande partie de ma famille, va pouvoir encore accéder au service public et à l'intérêt général pour servir les Français. C'est savoir si les gamins de la cité Jardin de Suresnes, dont je suis issu, vont pouvoir encore faire des études longues parce que le Rassemblement national a prédit que ce qui serait bien, c'est que, en gros, pour les quartiers populaires, ils aillent plutôt dans les voies de garage ou dans les voies professionnelles et pas forcément aller faire des grandes études. C'est faire en sorte que dans les 5000 écoles en REP et REP+, on les supprime parce que vous comprenez, ça coûte cher et pourquoi est-ce qu'on s'occuperait des pauvres? C'est ça la réalité en fait du programme du Rassemblement national. Est-ce qu'on veut, dimanche prochain, que notre pays soit dirigé par l'extrême droite? Moi, je le veux pas. Et moi, je me bats pour ça. Je me suis engagé en politique le 21 avril 2002. D'accord ? J'avais 21 ans. Et depuis ce jour-là, pour moi, le Front républicain, ça veut dire quelque chose. Ça veut donc dire pour vous, c'est désistement, quel que soit le candidat de gauche en face? Je me suis battu et sur ces plateaux, sur le terrain, contre les propos de certains candidats LFistes, propos antisémites, propos qui pouvaient effectivement attaquer la République, qui se réjouissaient parfois qu'on attaque des commissariats, qu'on appelle à l'insurrection dans la rue. Oui, effectivement, je me suis battu et je me battrai toujours contre ces personnes-là. Donc moi, je n'appelle pas à voter pour ces personnes-là. J'appelle nos candidats, si on est en 3e position et qu'on est en incapacité de gagner, à se désister pour faire barrage à l'extrême droite. C'est ça aujourd'hui. Même si en face, c'est ces personnes dont vous parlez. Aujourd'hui, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu pour l'avenir de notre pays, et miser sur l'échec du Rassemblement national parce qu'il serait aux responsabilités est une erreur politique, une faute politique, parce que je pense effectivement qu'ils réussiront à faire du populisme comme Meloni l'a fait en Italie. On va voir les positions de la majorité présidentielle. On va écouter Yael Braun-Pivet, la présidente sortante de l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de la matinale de BFM. Je suis, et je l'ai dit hier, aucune voix pour le Rassemblement national. Et concernant le bloc de gauche, je considère que l'immense majorité du bloc de gauche est républicain et donc on peut sans aucune difficulté appeler à voter pour eux, et c'est ce que je fais pour les écologistes, les socialistes, les communistes. Et au sein de la France insoumise, je fais le distinguo. Excusez-moi de faire du cas par cas, excusez-moi d'être nuancé. Je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et Monsieur Guiraud. Est-ce que vous dites la même chose? Pour les candidats de la France insoumise, vous faites du cas par cas? C'est évident. Caroline Fiat ou Monsieur Guiraud ou Monsieur Portes qui écrasait symboliquement la tête du ministre du Travail dans la rue, ou Monsieur Arnaud, je crois qu'il s'appelle, qui est fiché S dans le Vaucluse. Oui, effectivement, c'est pas des candidats comme les autres. C'est des candidats qui aujourd'hui ne font pas partie de l'arc républicain. Donc, nous n'appellerons pas à voter pour eux. Mais ça ne veut pas dire que nous appellerons aussi à voter pour l'Assemblée nationale. Ce qui est important, moi je pense... Mais vous ne souhaitez pas de désistement de la majorité présidentielle dans ces cas-là? Moi, ce que je pense honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, les LFistes seront minoritaires. Jean-Luc Mélenchon est en incapacité aujourd'hui d'être Premier ministre. Les LFistes ne seront pas majoritaires à l'Assemblée nationale, donc ne pourront pas revendiquer. Le risque aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national soit majoritaire. Et donc c'est ça aujourd'hui, les ennemis de la République, ce sont les Rassemblements nationaux, ce n'est pas les LFistes. Alexandre Judy, est-ce qu'il y a un problème avec certains candidats de la France insoumise? Je m'inscris dans la dernière partie du propos, qui est en effet très claire. En fait, aujourd'hui, le sujet c'est quoi? C'est un référendum pour ou contre le Rassemblement national. Et tous les républicains doivent être du bon côté de la barrière. Il n'y a pas de moment pour les demi-mesures, pour les demi-choix. Est-ce que vous imaginez que c'est facile pour un certain nombre de personnes d'aller voter? Moi, j'ai voté Macron 2 fois, d'accord, dans les 2e tours. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour des gens de gauche d'aller voter Macron, où on considère qu'il y a eu une brutalisation? Je ne refais pas l'histoire de la réforme des retraites et l'histoire de ce quinquennat. Est-ce que c'est facile?
Non, c'est pas facile. Est-ce que ça fait plaisir? Non, ça fait pas plaisir. Est-ce que c'est indispensable? Oui, ça l'est. Donc nous, on est dans une forme de clarté absolue. Avec nous, les électeurs savent où ils vont. Et les 4 forces de la coalition ont dit la même chose. Donc on est clair sur ce qu'on va faire et ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va reprendre ce débat. On va voir les résultats dans nos régions de plusieurs personnalités. On sera à Tulle chez François Hollande dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. C'est la circonscription de Fabien Roussel. On vous retrouve, Hélène Bonduel. Bonjour Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous. Hélène, c'est un résultat très dur pour le patron du Parti communiste. Ah oui, c'est une claque vraiment pour Fabien Roussel ici à Saint-Amand-les-Eaux, qui était député depuis 7 ans, une circonscription communiste depuis plus de 40 ans, qui n'a donc pas résisté à la vague du Rassemblement national. Hier, Guillaume Florquin, le nouveau député Rassemblement national, qui a été élu avec 50,3% des voix. Fabien Roussel éliminé. Et on l'a vu hier soir, au fil de la soirée, la mine grave. Il a compris que ce serait extrêmement compliqué. Il s'est éclipsé avec son équipe pour aller recompter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Avant de revenir vers la presse, une 50aine de militants sonnaient. Il n'y avait pas d'autre mot. Hier soir, il a pris la parole. « Je suis battu, mais pas abattu », dit-il. Il s'agit maintenant, et là il a repris sa casquette de premier secrétaire du Parti communiste français, il s'agit maintenant de se rassembler pour faire barrage au second tour au Rassemblement national. Côté Rassemblement national, eh bien, je vous le disais, c'est Guillaume Florquin, 31 ans, qui prend donc la tête de cette circonscription. C'est un proche de Sébastien Chenu. On l'a rencontré hier soir. Lui-même était extrêmement surpris de gagner cette circonscription dès le premier tour. C'était possible mathématiquement, mais je n'imaginais pas battre Fabien Roussel dès le premier tour. On l'a rencontré à Hénin-Beaumont parce qu'il a rapidement quitté la circonscription pour aller fêter cette victoire au QG de Marine Le Pen hier soir avec 5 autres députés Rassemblement national comme lui, élus dès le premier tour dans le département du Nord. Merci Hélène Bonduel, merci beaucoup pour ce résultat de Fabien Roussel. Vous étiez à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord, la circonscription, la commune de Fabien Roussel. C'est un résultat qui vous a surpris, Alexandre Huizy, ce résultat de Fabien Roussel? Oui, c'est un résultat qui m'a surpris, c'est un résultat évidemment qui m'a attristé parce que Fabien Roussel est en plus le représentant d'une gauche populaire, d'une gauche qui parle aux catégories populaires, aux classes moyennes, et évidemment qu'on a besoin de Fabien Roussel, on a besoin d'un parti communiste qui fonctionne, qui va bien, et donc évidemment je suis déçu de ce résultat, mais je viens de cette région. Donc je vois ce qui se passe. Je vois, par exemple, dans ma circonscription, un député RN qui n'habite pas la circonscription, qui débarque et qui est devant un médecin urgentiste de gauche qui a soigné tout le monde dans la circonscription. Vous voyez, donc je vois la puissance de la vague. Et donc je suis évidemment très attristé pour ce qui arrive à Fabien Roussel. Mais que vous expliquez comment? Parce qu'aujourd'hui, la gauche, elle n'arrive plus à répondre à ces classes populaires, à ces classes ouvrières. En tout cas, il va falloir qu'on travaille, ça c'est sûr. Mais je pense que même ceux qui, à gauche, je pense à François Ruffin, qui lui est dans une situation beaucoup plus favorable que Fabien Roussel, parce qu'il est dans une situation où il va gagner au deuxième tour. Mais je pense avec le désistement de la candidate de la majorité présidentielle. Avec le désistement d'Alban Branlant, qui est la candidate de la majorité sur place. Mais je pense que même ceux qui, comme vous dites, sont quand même connus pour avoir un vrai travail à destination des bourgs populaires, des classes populaires, même eux sont en difficulté. Donc il va falloir qu'on se pose des questions. Vous avez raison. C'est indispensable. C'est un signal qui est envoyé à tout le monde, y compris au camp présidentiel, cette défaite de Fabien Roussel et le fait qu'aujourd'hui, ces classes populaires se tournent vers le Rassemblement national et dès le premier tour. Oui, c'est pas nouveau en fait. Il y a les classes populaires qui ont quitté progressivement la gauche et qui se sont retranchées vers l'extrême droite, vers les populistes en fait. Et c'est le principe des populistes, c'est-à-dire qu'ils disent ce que veulent entendre le peuple. Donc c'est sûr qu'on est plus attaché à les suivre quand on a des candidats qui disent ce qu'on veut entendre. Mais après, je pense qu'effectivement, c'est un échec des Républicains dans leur ensemble, et pas les Républicains en tant que parti, mais des Républicains et démocrates. Et donc on doit se poser les bonnes questions pour pouvoir répondre aux attentes des Français, faire en sorte que les attentes on puisse répondre aux besoins essentiels en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité, en termes d'aménagement, en termes de logement. On a fait beaucoup en 7 ans. Et moi, je défie quiconque de remettre en cause le bilan qui est énorme du président de la République et des gouvernements successifs. Mais effectivement, force est de constater qu'au bout de 7 ans,
les Français attendent plus et attendent peut-être autre chose. Et donc, on a aussi peut-être une lassitude des Français vis-à-vis d'un pouvoir qui est là depuis 7 ans, qui est inédit depuis le général de Gaulle en termes de longévité de la majorité présidentielle. Et donc, il faut qu'on puisse se réinventer. Et quand Édouard Philippe parle de la création d'une nouvelle majorité, d'un nouvel axe qui pourrait aller de la droite républicaine aux sociodémocrates, et ben c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. C'est pas un nouveau macronisme, mais en tout cas, c'est un nouvel axe, un nouveau bloc central qu'il est important de faire pour les Français. On va parler de cette majorité, mais même question pour vous, Geoffroy Didier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure, vous, la droite républicaine, de leur apporter des réponses à cette France qui se sent reléguée, qui ne se sent pas écoutée par les politiques et pas comprise? Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a une évolution depuis hier que je trouve particulièrement préoccupante et malsaine. Ceux qui prétendent incarner l'acte républicain, c'est-à-dire le camp présidentiel d'Emmanuel Macron, considèrent depuis hier soir, et j'étais aidé hier soir sur les plateaux de télévision, et ça se confirme ce matin à entendre le représentant du camp présidentiel, puisque la France insoumise ne sera pas majoritaire, je peux voter pour elle. Et là, il y a un tournant dont il faut que tous ceux qui nous regardent prennent conscience, que je trouve particulièrement malsain. C'est-à-dire que dans la même phrase, ces hommes et ces femmes qui représentent Emmanuel Macron vous disent qu'ils ont la République à la bouche, qu'ils veulent sauver la République, qu'ils incarnent l'arc républicain, et à la fin de la phrase, ils vous disent qu'ils vont voter pour la France insoumise. C'est insupportable. Et si j'avais été membre du camp présidentiel, je me sentirais dès hier soir, dès ce matin, trahi dans mes fondamentaux. Parce que rejoindre l'extrême gauche, rejoindre les alliés, les complices de Madame Rima Hassan, encore une fois, pardonnez-moi, mais comme elle a ponctué la campagne européenne, je pense que chacun a bien compris. Voter pour LFI et qui vous a dit qu'on allait faire une alliance? Vous dites. Pardonnez-moi, mais vous n'osez pas le dire. Mais vous venez de dire il y a 1 minute 30 sur ce plateau, puisque je l'ai noté, puisque la France insoumise ne sera pas majoritaire. En fait, on pourra se désister pour eux. Non, ça veut dire qu'en fait, désister contre le Rassemblement national. Pardonnez-moi, mais c'est pas moi qui ai tenu les propos sur ce plateau en disant je pourrais voter des textes du Rassemblement national. C'est vous qui l'avez dit. Soyez honnête intellectuellement. Vous l'avez dit. Vous avez clairement très bien dit depuis hier soir, Gabriel Attal le premier, que vous pourrez vous désister. Je sais que vous êtes en difficulté dans votre circonscription et que vous allez chercher les voix de l'extrême droite. Ce qui n'était pas le cas en 2022. Vous allez chercher les voix de l'extrême droite pour un second tour pour battre Constance Le Grip, qui est largement en tête dans la circonscription de Neuilly-Puteaux. Assumez. Moi, assumez le fait que depuis hier soir, on va donner les chiffres, 40% pour Constance Le Grip et vous avez près de 20%. Voilà, assumez le fait que depuis hier soir, vous avez trahi vos valeurs, Gabriel Attal le premier, en considérant... Assumez d'être sur la ligne d'Éric Ciotti et de vouloir une alliance avec le Rassemblement national. Désister en faveur de la France insoumise. Ce n'est pas notre cas. Moi, si j'étais un candidat qui avait fait confiance hier soir, si j'étais un candidat qui avait fait hier soir confiance, si j'étais un candidat qui hier soir avait fait confiance avec Emmanuel Macron, je comprends que ça vous gêne. Ça ne vous arrange pas. Alors, vous devez savez, moi je suis très calme avec ça. Si j'étais un candidat, et si j'étais un candidat qui avait été d'Emmanuel Macron hier soir, je me sentirais trahi par Gabriel Attal. Si j'étais surtout un électeur qui avait fait confiance à ce prétendu arc républicain, je me sentirais mais vous rendez compte, là, vous rendez compte, vous avez quelqu'un qui nous dit c'est Macron qui dit on va pouvoir se désister pour Rima Hassan. Bravo la démocratie, bravo l'arc républicain. C'est exactement ce que vous avez dit. On a compris ce qui se passe. On a quelqu'un qui a un problème de méthode avec le Rassemblement national, qui finalement reproche à Éric Ciotti non pas d'y être allé, mais d'y être allé tout seul. Un problème de méthode avec la République. Vous avez quelqu'un vous êtes en train de nous dire que vous allez être avec le Rassemblement national où il y a 100 candidats investis qui ont tenu des propos antisémites, homophobes ou racistes. Mais vous n'avez aucun problème avec ça. Tout à l'heure, on va faire chacun son tour. Allez-y, Alexandre Vizi. Tout à l'heure, vous citiez les binationaux. Vous évitiez soigneusement tous les binationaux. Vous savez qu'il y a une organisation. Geoffroy Didier, on va écouter Alexandre Vizi. Vous évitiez soigneusement les francs. Vous avez parlé de franco-américains, de franco-allemands. Les franco-algériens, ça existe aussi. Vous êtes au courant, ça vous pose un problème. Vous vous rendez compte dans quel état on est du débat public. Vous avez quelqu'un qui est sur le point de faire coalition avec le RN. Ah bien sûr, ça me gêne. Des gens qui veulent couper la société en 1000 morceaux.
gauche qui est en train de se dessiner. Mais je suis socialiste, j'ai une tête d'extrême gauche, monsieur. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de faire alliance avec un parti qui a été fondé par des SS, on va écouter Alexandre Wizy. Donc c'est pas en essayant de parler sur les autres comme un petit dictateur de plateau que vous allez réussir à faire quoi que ce soit. Donc maintenant il faut écouter les gens, monsieur. Non, moi j'ai pas de problème. Je vois que vous n'arrivez pas à comprendre votre extrémisme et vos nouveaux complices que sont les représentants. Vous êtes en difficulté. Vous avez 20 points de retard dans votre circonscription. C'est pas de notre faute, d'accord? C'est pas notre. Je suis pas méprisant, c'est un fait. Et on va écouter Xavier Iacovelli. En parlant comme ça que vous en êtes arrivé là, monsieur. Ne soyez pas méprisant. Je pense que c'est important que les électeurs et les Français comprennent ce qui se passe là sur ce plateau. Justement, c'est très important. On va écouter. Après, je vous donne la parole pour répondre. Vous savez, ici, on a Public Sénat, donc au Sénat, donc on se respecte. En fait, on n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il faut de la clarté. Donc, je pense que la clarté, je pense que vous l'avez assumée clairement. C'est-à-dire que vous êtes prêts, et je pense qu'il faut l'assumer devant les Neuilliens et les Putéoliens et les Courbevoisiens qui sont vos électeurs. Vous êtes prêts demain à voter des textes du Rassemblement national. Ce qui n'est pas le cas de la majorité présidentielle représentée par Constance Le Grip dans votre circonscription, qui encore une fois est arrivée. Mais jamais. Est-ce qu'on a dit que vous allez vous désister pour la France insoumise? Assumez-le. Monsieur, assumez-le. Vous allez vous désister pour la France. On va écouter. On écoute Xavier Iacovelli et je vous redonne la parole. Le risque aujourd'hui, effectivement, de voter pour des candidats comme Monsieur Geoffroy Didier, c'est de faire en sorte que, effectivement, peut-être que le Rassemblement national n'aura pas la majorité absolue avec leurs propres candidats, mais en votant pour des candidats comme vous apporterez la majorité absolue. Bien sûr. C'est ça le risque. Ça, vous êtes démasqué aujourd'hui. C'est un jeu d'ombre. Nous ne sommes pas. Nous, la réalité, c'est que nous, on est arrivé 3e. Donc on sait qu'on est en difficulté. On sait que par contre, on peut faire barrage au Rassemblement national. Parce que la gauche seule ne peut pas gagner, que l'extrême droite, on ne veut pas qu'elle gagne. Et donc effectivement, le camp présidentiel est dans sa responsabilité et faire en sorte que notre pays ne soit pas dirigé par la France insoumise. Nous ne désistons pas pour la France insoumise. Nous nous désistons pour le meilleur candidat qui respecte les valeurs de la République. Ça c'est pour endormir les gens. Mais vous savez, on se désiste aussi pour des candidats LR, des candidats républicains, des candidats UDI. On assume de se désister pour ces candidats-là qui nous ont combattus pendant 7 ans. Et pour la France insoumise. Si vous pouvez me laisser et pour la France. Geoffroy Didier, il va répondre. Allez-y, laissez répondre Xavier Iacovelli. Gabriel Attal a dit oui. Nous avons dit clairement, et nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de candidats dès le premier tour contre un certain nombre de candidats, les Républicains, UDI, même socialistes, qui respectaient nos valeurs. Nous le ferons également au deuxième tour en nous désistant pour ces mêmes candidats, pour faire en sorte que l'extrême droite, qui est le principal, la France insoumise, qui est mais derrière la France insoumise, et voilà, il y a 300 triangulaires. Il y a 300 il est à 9h13, c'est dit. D'accord, allez, soyez dans la caricature. Allez, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Les Français jugeront, vous l'avez dit, vous draguez, vous le savez très bien, vous draguez, représentant du prétendu arc républicain, vous désistez de la... Allez, stop, on fait une pause. On fait une pause, on va en région voir les résultats. Les Français jugeront. On va en région voir les résultats des personnalités. On va à Tulle. On va à Tulle voir le résultat de François Hollande. François Hollande qui a fait le pari d'un retour à l'Assemblée nationale. Il est candidat en Corrèze. Marion Becker, on vous rejoint à Tulle. Comment ça s'est passé pour François Hollande ? Eh bien, François Hollande est arrivé en tête hier soir avec 37,6% des suffrages devant la candidate du Rassemblement national, Maïté Pougé, avec 30,8%. Et enfin, le député sortant, candidat de la droite, Francis Dubois. C'est donc une triangulaire que François Hollande va devoir affronter au second tour, car Francis Dubois, le candidat de la droite, donc refuse de se désister. Il estime que son adversaire, c'est François Hollande et non le Rassemblement national, et il estime hier dans un tweet être le seul candidat de la droite capable de le battre. L'ancien président de la République, lui, a appelé dès hier soir au désistement républicain dans sa circonscription, bien sûr, mais pas seulement. Il faut être conscient, a-t-il dit, des rassemblements nécessaires et pas seulement celui de la gauche face à l'extrême droite qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir. François Hollande, qui est venu hier soir peu après les résultats officiels,
solennel devant les journalistes et quelques dizaines de militants. Il a remercié ses électeurs pour cette campagne où rien n'a été facile, a-t-il dit. Il a pris le temps d'échanger avec eux, de reprendre des forces pour cette nouvelle semaine de campagne qui débute dès ce matin. Car hier soir, ce premier tour, ce n'était que la première étape de ce pari politique que s'est lancé François Hollande en voulant redevenir député de cette première circonscription de Corrèze qu'il avait occupée pendant 20 ans jusqu'en 2012. Merci beaucoup Marion Becker. Vous étiez à Tulle dans la circonscription de François Hollande. François Hollande qui fait le pari d'un retour à l'Assemblée. Quel rôle doit-il jouer pour vous s'il réussit son pari ? Je pense qu'il a une expérience à la fois présidentielle évidemment et une longue expérience des affaires de l'État. Donc ce qu'il peut apporter à l'Assemblée, c'est cette sagesse-là. Et ce que je vois, c'est qu'il est en ballottage favorable. Donc même si on est dans un contexte où visiblement on va vers une triangulaire, il y a quand même des chances que François Hollande soit élu dimanche. Donc, bonne chance à lui pour ce deuxième tour. Ouais, ce serait une bonne chose pour vous que des personnalités de l'envergure de François Hollande fassent leur retour à l'Assemblée ou Xavier Iacovelli ? Écoutez, moi j'ai quitté le Parti Socialiste depuis 2019, donc j'aurais préféré que ça soit un candidat de la majorité présidentielle qui soit en tête sur cette circonscription. Après, François Hollande incarne quelque chose, il a été président de la République, c'est une vraie personnalité, c'est une personnalité qui est modérée, comme au même titre que M. Cazeneuve ou même M. Est-ce que c'est une personnalité à qui vous tendez la main, puisque vous cherchez une nouvelle majorité? Est-ce que François Hollande, ça fait partie des personnalités avec qui vous pourriez former cette majorité? François Hollande est une personnalité qui, encore une fois, dans l'arc républicain, qui l'a prouvé quand il était aux responsabilités, qui, même si je peux regretter le choix qu'il a fait d'être dans le nouveau Front populaire avec toutes les dérives qu'il a pu avoir avec une partie des candidats LFistes, moi je trouve que c'est un candidat qu'il faut soutenir et c'est pour ça que je souhaite sa victoire face au Rassemblement national, bien sûr, à Tulle. Alexandre Douisy, est-ce que vous pourriez vous saisir la main tendue notamment par Édouard Philippe, mais par des ténors de la majorité présidentielle, du camp présidentiel en tout cas, puisqu'il n'y a plus de majorité aujourd'hui, qui disent il faut qu'on construise une nouvelle majorité, un nouveau bloc central? Mais je pense que les choses, elles se passent pas comme ça. C'est pas une question de nouveau bloc central. Ce qui est en train de se passer, c'est que la gauche est devant la majorité présidentielle et que nous sommes en situation d'être demain la deuxième force à l'Assemblée nationale, ou peut-être même la première force si les choses s'inversaient, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un sursaut et d'un quelque chose de différent dans ce pays. Mais en tout cas, la gauche est en situation de centralité. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'à partir de cette gauche, à partir de ce que nous avons construit, il faudra tout faire pour éviter le Rassemblement national et le Front national. Et donc, vous voyez, nous, on n'est pas dans le nini confortable qui permet d'avancer de manière masquée vers, en fait, le soutien et la satellisation du RN. On est dans quelque chose de clair. On va tout faire pour éviter le RN. Mais d'abord, il y a le deuxième tour dimanche. Il faut que la gauche soit la plus forte possible pour que s'il y a des discussions un jour qui existent, elles se fassent sur nos bases et que ce soit comme ça qu'on travaille. Mais l'objectif numéro 1, là, c'est d'éviter le Rassemblement national à tout prix. C'est-à-dire que si demain coalition il doit y avoir, ce sera sur le programme du nouveau Front populaire où vous êtes prêt à faire des compromis? Oui, de toute manière, on n'en est pas là. On n'en est pas. Là, ce qui se joue dimanche, c'est le deuxième tour et le fait que d'aller chercher une majorité, si nous pouvons aller la chercher. En revanche, il est évident qu'il faut tenir compte des résultats, quoi qu'il en soit. C'est comme ça que tout se construit. Donc l'objectif, c'est d'abord d'aller chercher le maximum de députés dimanche. Quand Gabriel Attal hier annonce la suspension de la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur aujourd'hui, est-ce que vous y voyez une main tendue vers vous? D'abord, j'y vois le respect du processus démocratique en cours. Je veux dire, forcément, le gouvernement n'a pas la légitimité qu'il avait pour prendre ce type de décision. Donc, je salue le fait que ce soit ça. Je le salue parce que d'abord, c'est quelque chose qui allait impacter la vie de millions de gens, en fait. C'était quand même l'objectif de faire des économies sur le dos d'un certain nombre de chômeurs. Donc, on salue évidemment le fait que ce soit arrêté, mais moi, je vois pas plus que le respect du processus démocratique en cours. Je vois pas de main tendue ou quoi que ce soit de cette nature-là. C'est trop tard, elle arrive trop tard cette suspension de la réforme de l'assurance chômage, il aurait fallu le faire avant. On avait jusqu'au 30 juin pour prendre une décision et publier ce décret au risque de ne plus avoir la capacité de payer en fait les indemnités et chômage. Donc le Premier ministre avait déjà dit qu'au 1er juillet, il y aurait un décret. Alors après, c'est un décret d'annulation pour revenir à l'existant. Il y avait moyen de faire autrement. Donc il y avait moyen de faire autrement. Mais après, ça sera assumé. Et effectivement, ça sera au futur bloc majoritaire à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que nous puissions toujours aller vers le plein emploi, ce qui était l'objectif de cette réforme. Alors effectivement, elle était contestée. Le Premier ministre a pris acte des résultats d'hier soir. Il
il a retiré... Est-ce qu'il aurait fallu le faire avant, ce changement de pied ? Parce que là, il n'arrive pas trop tard, une fois le vote honnêtement, passé. je pense que ça n'aurait rien changé. Je pense que c'était encore une fois une discussion qui était dans les mains des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ne sont pas mis d'accord. Le gouvernement avait donc jusqu'au 30 juin pour prendre cette décision et ce décret. Le Premier ministre a décidé de faire un décret d'annulation de cette énième réforme de l'assurance chômage. Et maintenant, ça sera à la future majorité de prendre cette décision. Geoffroy Didier, comment vous l'avez perçu, cette décision de Gabriel Attal de suspendre cette réforme de l'assurance chômage ? Il y a un virage à gauche depuis hier. Emmanuel Macron veut à tout prix ne pas perdre le pouvoir. Et donc, puisqu'il voit que le Rassemblement national risque d'avoir une majorité relative, voire absolue dimanche prochain, il vire à gauche. Il vire à gauche en pouvant se désister, comme je l'ai dit, même si ça énerve mes amis d'aujourd'hui, amis, en tout cas interlocuteurs, avec des désistements en faveur de la France insoumise, je le répète, en faveur de la France insoumise, et puis virage à gauche sur le fond. Donc il y a une stratégie politicienne mise en place depuis hier soir par le camp présidentiel. Pour une fois qu'on dit que Macron est de gauche, je pense que ça l'a... Bon, vous savez, un jour à gauche, un jour à droite, un jour Israël, un jour Gaza. Vous savez, c'est toujours ça en fait. Si, c'est un jour Israël, un jour Gaza aussi. Donc c'est cet en même temps mortifère qui plombe la France depuis 7 ans et qui déshonore le camp présidentiel. Mais finalement, le Rassemblement national n'avait pas annulé son invitation. Il est bel et bien présent sur le plateau. Oui, et Rima Hassan est parmi nous aussi alors. Allez, on fait un dernier tour dans nos régions. On va à Nancy où on retrouve Alexandre Poplavski-Mayor. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. Alexandre, vous allez tout nous dire dès les résultats de ces législatives en Lorraine et en Franche-Comté. Oui, bonjour Yann. Écoutez, en Lorraine, déjà, le Rassemblement national arrive en tête dans 16 des 21 circonscriptions. Il envoie déjà 3 élus au Parlement, 2 en Moselle, en la personne de Kevin Pfeffer et Alexandre Loubet. Et puis, dans la 2e circonscription de la Meuse, c'est Florence Goulet qui rejoint également le Parlement où elle était déjà présente. En Franche-Comté, c'est aussi le Rassemblement national qui arrive en tête dans 8 des 12 circonscriptions. C'est une percée aussi dans certains territoires qui jusque-là faisaient assez résistance aux couleurs du Rassemblement national. Et il y a d'autres résultats des personnalités notamment, Alexandre ? Alors oui, parmi les personnalités en Lorraine et Franche-Comté, on a notamment Laurent Jacobelli qui est en ballottage favorable sur sa circonscription où il était élu. Il arrive en tête avec 46,36% des suffrages exprimés devant la candidate de l'Union de la gauche, Céline Léger. Et en Franche-Comté, on a Dominique Voynet qui s'est présenté sur la circonscription laissée vacante par Éric Alauzet, qui était de la majorité présidentielle et ancien écologiste comme elle. Dominique Voynet arrive en tête avec 34,16% des suffrages devant le candidat du Rassemblement national, Éric Fursis, et Benoît Villemain qui étaient ensemble, normalement devraient se désister mais ne s'est toujours pas déclaré à l'heure actuelle. Merci beaucoup Alexandre, merci d'avoir été avec nous. On regarde la une de l'Est républicain. Quelles alliances face au Rassemblement national? C'est la question que vous posez ce matin. Et puis la une du Républicain Lorrain, une vague Rassemblement national et des barrages. C'est à la une de vos 2 journaux. Merci beaucoup Alexandre Poplavski. Un dernier mot, un dernier tour de table puisque l'enjeu de ce second tour, il est résumé par ces unes de la presse régionale. Est-ce que l'enjeu pour vous, Xavier Iacobelli, c'est d'éviter que le Rassemblement national obtienne une majorité absolue? C'est ce qu'on dit depuis hier soir 20h. C'est l'enjeu, c'est préserver la République, préserver notre démocratie, faire en sorte que aucun candidat du Rassemblement national ne puisse être élu grâce aux voix de la majorité présidentielle, du camp présidentiel. Quitte à avoir une assemblée ingouvernable? Mais elle ne sera pas ingouvernable. Moi, j'appelle à retrouver le sens du compromis. Vous savez, moi, je suis un social-démocrate et je crois au compromis. Pas à la compromission, je crois au compromis. Et donc, qu'on puisse négocier un contrat de gouvernement avec des forces
qui aille de la droite républicaine à la gauche, comme disait Édouard Philippe, à la gauche mitterrandienne. Alors c'est peut-être un peu loin comme référence, mais je pense qu'on est en capacité aujourd'hui d'avoir une assemblée qui soit gouvernable sur un projet, un bloc central, un projet progressiste et un projet humaniste. Et donc moi j'appelle effectivement au sens du compromis, faire en sorte que cette union nationale existe demain pour faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national. Alexandre Luzy. On est face à l'histoire de notre pays. Jamais dans l'histoire, hors période de guerre et hors période de troubles avec le régime de Vichy, jamais l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir. Et donc il y a un moment historique qui se joue devant nous et chacun est face à ses responsabilités, chacun est face à ce qu'il est, à ses valeurs. Et donc j'appelle tous les Français à venir aux urnes dimanche pour dire qu'ils refusent que le Front National dévisage, défigure notre pays pour les années qui viennent. Geoffroy Didier. Face au prétendu arc républicain, il y a en réalité, depuis hier soir, une nouvelle complaisance entre le macronisme et la gauche et l'extrême gauche qui se dessine de manière tactique, de manière malsaine. Et face à tout cela, je souhaite qu'il y ait une droite offensive, sans être extrémiste, une droite fidèle à ses valeurs qui récupère les voix de l'extrême droite, une droite fidèle à ses valeurs et à ses convictions, une droite patriote, libérale, qui puisse l'emporter dans notre pays, une nouvelle génération et une relève à droite. Voilà, à mon avis, la solution. Et vous pensez être en mesure de rester indépendant, d'avoir un groupe toujours indépendant à l'Assemblée? Mais c'est l'objectif, bien sûr, et nous serons les arbitres et les pivots, et nous empêcherons les autres, notamment ceux qui sont aujourd'hui à mes côtés, de faire n'importe quoi demain. Merci messieurs, merci. Si vous voulez bien rester avec nous, on va voir ce qu'il y a à la une de la presse régionale, et évidemment la presse régionale qui consacre ses unes à ce résultat des législatives. Restez avec vous. Et Alex, on va regarder avec vous les unes de la presse régionale, la vague du Rassemblement national qui s'illustre bien dans le sud-ouest. Ah oui, le Rassemblement national qui vient en tête dans tous les territoires, en tout cas la grande majorité des territoires du sud-ouest. C'est à la une du journal du même nom. Le Rassemblement national peut faire le grand chelem dans le Lot-et-Garonne. Il est devant presque partout dans les circonscriptions de Charente-Maritime et de Charente, mais dans certains territoires, il y a une résistance de la gauche dans les Pyrénées-Atlantiques. Malgré la poussée du RN, la gauche devrait conserver ses sièges et la gauche pourrait même connaître une progression dans le département de la Gironde, notamment dans les circonscriptions de Bordeaux. Le journal La Provence analyse, lui, les résultats dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le RN arrive partout en tête, sauf dans deux circonscriptions de Marseille, où les insoumis Manuel Bompard et Sébastien Delegu ont été réélus dès le premier tour. Dans le département du Vaucluse, même scénario, une forte poussée du RN qui est partout en tête, mais le RN pourrait perdre la circonscription de la ville d'Avignon, car la candidate RN a récolté 34% des voix au premier tour, et c'est seulement 10 points de plus que le candidat du nouveau Front Populaire, l'insoumis et militant Antifa, également fiché S. Raphaël Ernaud, qui a récolté 24% des voix, avec un candidat de la gauche locale dissident qui est derrière à 18% des suffrages. En Alsace, le Rassemblement national est en ballottage favorable dans 11 circonscriptions sur 15 pour le second tour, avec 5 triangulaires, et dans 3 d'entre elles, la gauche va se désister pour faire barrage au Rassemblement national, comme c'est le mot d'ordre du nouveau Front Populaire. Et même la Corse ne déroge pas à cette tendance nationale. Ah oui, c'est la fin d'une exception, titre le journal Corse Matin. Pour la première fois dans l'histoire de l'île de Beauté, des candidats RN sont au second tour des législatives. Ils sont présents dans les second tours des 4 circonscriptions corse. C'est un séisme politique qui menace les députés sortants, comme Laurent Marcangeli, président du groupe Horizon à l'Assemblée. Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Il arrive deuxième dans la première circonscription de Corse du Sud avec 30% des voix. Derrière le RN, 31%. Et puis, dans les Ardennes, les députés sortants sont aussi menacés par le Rassemblement national. Les députés sortants, le député LR Pierre Cordier, Lionel Vuibert du camp présidentiel et le divers droite Jean-Luc Warsmann sont tous dans des duels compliqués au second tour face au RN. Et dans certaines grandes villes, le RN ne perce pas comme à Lyon. Et oui, le Rhône passe à l'extrême droite, mais Lyon passe à gauche. Titre Le Progrès de Lyon, puisque les candidats du nouveau Front Populaire arrivent tous en tête dans les circonscriptions lyonnaises qui avaient été conquises en 2017 par le camp d'Emmanuel Macron. C'était même Lyon, un fief historique de la Macronie, mais c'est désormais une époque lointaine. Et puis l'ancien monde, on en a parlé, l'ancien monde revient dans le jeu, puisque François Hollande est qualifié au second tour des législatives en Corrèze. C'est à lire dans le journal La Montagne. Il participera à une
une triangulaire face au RN et un candidat LR. Le journal La Montagne qui estime que François Hollande a réussi son retour sur la scène politique. Merci Alex, merci beaucoup pour cette revue de presse. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Geoffroy Didier pour les Républicains, Alexandre Wizy pour le Parti Socialiste, Nouveau Front Populaire et Xavier Iacovelli pour le camp présidentiel. On rappelle que le Rassemblement National a annulé sa participation. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat politique. Merci à tous de nous avoir suivis. La journée spéciale résultat de ces législatives se poursuit sur les chaînes parlementaires. On vous donne rendez-vous à midi pour une nouvelle édition spéciale avec LCP Assemblée nationale. À tout à l'heure et restez sur les chaînes parlementaires.